Voilà, et bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est la paix universelle, l'écologie 100%, la fin de l'homme loup pour l'homme, donc un homme qui est absolument inoffensif envers ses congénères, qui ne maltraite plus du tout ses congénères, etc., etc. Bon, on construit le paradis en somme et on l'ignore. On le construit sans le savoir. On arrive sur cette planète en tant que bébé, puis on est projeté dans ce monde, on travaille, on donne toutes les minutes de notre existence, toutes les heures de nos vies, toutes les journées où nous sommes présents sur Terre, on le consacre à la construction de cette humanité. De quelque manière qu'on agisse, ça construit l'humanité. Qu'on détruise, que ça soit à travers la destruction ou la construction, que ça soit en tant que saint ou qu'assassin, malheureusement c'est comme ça, eh bien on travaille pour l'humanité. Voilà. Et pour éclairer ce propos qui est un peu provocateur, mais l'assassin oblige l'humanité à travailler contre lui, à trouver des moyens de réduire la criminalité, de réduire, etc., etc. Donc, il force l'humanité à changer par leur comportement. Donc, il n'y a pas de, finalement, il n'y a pas de... Tout le monde travaille à cette humanité. Le mendiant au coin d'une rue travaille autant que le chef de l'État. Mais exactement pareil, parce qu'il donne l'entièreté de son existence à l'évolution de l'humanité. Et le barème de l'évolution, c'est celui-là. C'est le temps de notre vie, tout le temps de notre vie, qu'on vive 1 heure ou qu'on vive 100 ans, on a donné l'entièreté de notre existence à l'évolution de l'humanité. Et ça nous met tous égaux pour l'évolution de l'humanité. Voilà. Parce qu'un battement d'aile de ce côté-ci peut faire une tempête de l'autre côté. Donc, un bébé qui meurt né, qui meurt à un jour, eh ben, il travaille autant l'humanité. On ne sait pas les répercussions de tout ce qu'il a travaillé à cette humanité, parce que il va bouger, il va changer le caractère de ses parents, des amis autour. Il y a tout un tas de choses il motive tout un tas de façons de vivre incroyables, qui vont se répercuter peut-être, qui vont changer le cours des relations avec les autres enfants ou avec qui vont se transmettre de génération en génération. Et au final, cette petite existence d'un jour aura créé quelque chose d'inouï au bout des choses. Donc, tout est égal dans cette humanité. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages de temps en temps que je rencontre. Et là, c'est par exemple « Eros et Thanatos » de Norman O'Brown. La psychanalyse appliquée à l'histoire. C'est génial. Je ne connaissais pas cet auteur. J'ai trouvé ce bouquin dans une poubelle, à vrai dire. Et donc, je lis, je commente, et voilà. Et quand, en fait, ce qui m'a attiré à ce livre, c'est en l'ouvrant aux pages où j'en suis, là, donc ce chapitre, la mort, le temps et l'éternité, j'ai lu Nirvana et j'ai dit, tiens, voilà, ça m'intéresse, psychanalyse, Nirvana, parce que l'humanité, dans son ensemble, va vers sa perfection et c'est le Nirvana. C'est l'extase, c'est l'éveil, c'est la sagesse, peu importe comment on appelle cet état-là, l'ataraxie, peu importe, on va vers cet état-là, facile, voilà. Alors, je reprends la lecture. Je me suis trompé dans les dernières vidéos. C'est la 10e, celle-ci. Non seulement la doctrine freudienne permet d'ouvrir une percée vers le moi nouménal, mais elle fournit également les moyens d'attaque contre l'équation kantienne qui met en parallèle le schéma du temps avec la réalité.
On a vu juste dans la vidéo précédente que pour Kant, le temps, c'est une création de l'esprit humain. Mais évidemment, nous étions des primates naturels. Quand on était primate naturel, on ne comptait pas en minutes, secondes, heures, jours, mois, années, etc. On n'avait pas besoin de ça. Donc c'est bien une construction de l'humanité, mais une construction fondamentale. Elle nous sert à construire l'humanité telle qu'on l'a construite, parce qu'on a besoin absolument de ce temps. On a besoin de l'espace, de découper l'espace, de découper le temps pour pouvoir construire l'humanité. Mais quand on aura atteint la perfection, ce temps-là, on n'en aura plus besoin. Donc c'est là où il avait raison que c'est en plus. Certains axiomes psychanalytiques que nous discuterons dans un chapitre postérieur considèrent la conscience du temps comme une conscience réelle et tendent à conclure que ce que Kant a pris pour les schémas de la réalité sont en fait les schémas du refoulement, en croyant que Kant avait tort en disant que le temps est une construction mentale. Il est vrai que toutes les lumières réunies de la psychanalyse n'ont pas été suffisantes pour permettre à Freud de livrer une attaque directe contre le concept du temps. Mais parce que c'était Freud déjà, il en a fait assez, hein, il en a fait du boulot. Il en a découvert des choses, il en a éclairé des pans. Voilà, il n'était pas dans la toute-puissance, il ne pouvait pas tout faire, tout comprendre, etc. Il était placé à un certain moment de l'évolution. Il avoue d'ailleurs son échec quand il écrit vers la fin de sa vie « Nous sommes de plus en plus convaincus d'avoir beaucoup trop peu fait usage pour étayer notre théorie, du fait indubitable que le temps ne modifie en rien les éléments refoulés. » Il finit sa vie en parlant de ça, que le temps ne modifie en rien les éléments refoulés. Parce que le temps, le seul moyen de modifier les éléments refoulés, c'est-à-dire ce qui fait que on va vivre des traumatismes dans notre enfance, ne serait-ce que l'accouchement peut-être nous amène à des sensations qu'on n'arrive pas à exprimer et qu'on va refouler et qui vont impacter toute notre existence en fait. Mais c'est le lot, hein. On est tous comme ça, on est tous imparfaits et cette imperfection est formidable pour construire l'humanité. Mais il y a un moment où le temps, la seule chose qui modifie ces refoulés, qui peut aller travailler là-dessus, c'est l'extase. Et donc, c'est quand on sort du temps qu'on élimine le refoulé, qu'on élimine tout ce que l'inconscient essaye de se masquer parce que c'est trop insupportable et qui impacte toute notre existence. Donc ça, c'est très, très important. Cette constatation semble offrir la possibilité d'approcher certaines vérités vraiment profondes. C'est incroyable la connaissance que ce Norman Brown a de Freud et de tout un tas de choses parce qu'il a étudié pas que ça. C'est hallucinant comment c'est pointu dans la conscience. Donc je relis ça parce que je ne l'ai pas compris. Cette constatation semble offrir la possibilité d'approcher certaines vérités vraiment profondes. Oui, bien sûr, la vérité, la vraie vérité, elle est vraiment profonde, la vraie vérité. Et c'est l'extase. Et on peut l'expliquer, mais c'est quelque chose qui se vit, c'est pas quelque chose qui s'explique. La vérité, ça s'explique aussi, mais c'est la vérité, c'est à travers le corps qu'on la ressent. Et c'est à travers l'extase. Et l'extase, c'est le silence, c'est pas la parlotte. Mais pour ma part, je n'ai pas fait de nouveaux progrès en ce sens. Freud ne semble même pas avoir envisagé la variabilité du schéma du temps, encore bien moins son abolition, en même temps que l'abolition du refoulement. D'autre part, de récents développements en matière de physique, de biologie et d'anthropologie tendent à établir que le schéma du temps est en relation avec des besoins biologiques et culturels variables. Alors, ça c'est encore un truc intéressant, parce que quand on fait l'expérience de l'extase, et j'ai fait cette expérience
au bout d'un mois de découverte de ma théorie. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Je me suis mis à écrire. Quand j'ai écrit cette phrase-là, j'ai voulu comprendre pourquoi j'avais écrit ça et j'ai voulu analyser toute la logique de ça. Donc, j'avais fait toute la structure de la mécanique universelle de mon site, qui est devenu mon site. C'était juste le squelette de ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est ça. Donc, un mois après, je tombe en état d'extase. Je sais pas ce qui m'arrive, je vis ce truc-là. Voilà, j'avais l'impression d'avoir accompli ma vie et que tout était parfait, que c'était vraiment génial, quoi. Et j'écrivais que tout était parfait, que le monde tel qu'il était, enfin, tout était résolu dans ma vie et je me sentais dans une paix vraiment belle. Et d'un seul coup, je suis tombé dans cet état-là, sans comprendre ce qui se passait, et j'ai vécu une semaine dans cet état. Et dans cet état-là, le temps existe. Évidemment, je l'ai compris après, parce que je n'ai rien capté à ce que je vivais. Je l'ai vécu, et c'est un mois après, en me rappelant ce que j'ai vécu, en me rappelant cet état, cette expérience, que j'ai commencé à analyser, à étudier, et ça m'a permis de comprendre ce que c'était que l'extase, pourquoi l'extase. Donc, il n'y a rien qui arrive au hasard. C'est arrivé à un point exactement nommé. Voilà, alors je ne veux pas en parler de façon spirituelle ou de façon ésotérique, parce que j'ai pas envie de... Mais je le ressens comme c'est arrivé, voilà, c'est pas arrivé par hasard. Maintenant, comme je peux pas le prouver, même moi, je suis sceptique devant ces affirmations intuitives que j'ai. Parce que j'aime pas dire que oui, l'ésotérique a raison, par exemple. Je veux bien croire qu'il y a je veux bien croire aux choses, mais j'ai pas assez plongé là-dedans pour y croire. Je suis plutôt sceptique. Bon, bref. Dans cet état-là d'extase, j'étais toujours... Il y avait une horloge biologique qui me vivait à l'intérieur de moi, sans que je pense au temps. J'ai pas fait une seule fois référence au temps, disant, tiens, c'est midi, il faut que je mange. Je me suis laissé guider. Tous les jours, à telle heure, j'étais devant mon repas. Tous les jours, à telle heure, j'étais en train de me coucher. Tous les jours, je me réveillais, etc., etc. Mais sans aucune référence au temps. Donc, quand il fallait que je boive, je buvais. Donc, j'avais pas perdu. J'étais complètement inconscient. J'étais en contemplation absolue. Mais dans cette contemplation, il y avait quelque chose qui m'amenait devant un repas, voilà, pour maintenir le corps. Le corps, il avait une horloge biologique qui passait au-dessus de moi, en réalité, qui était bien au-dessus de moi. Je continue. En d'autres termes, le XXe siècle a vu la désintégration de l'universalité et en même temps de la rationalité. Et ça, c'est curieux quand même, oui, le XXe siècle, la désintégration de l'universalité. Alors, cet ouvrage a été écrit, je devrais le citer à chaque fois, il a été écrit en 1960. Et en 1960, c'est clair qu'on sortait de deux guerres complètement traumatisantes qui nous avaient fait perdre le goût de penser que le progrès avait du bon, parce que le progrès, il avait conduit au gazage de millions d'individus dans les tranchées, il avait conduit à la solution finale et au bombardement intensif et à tout ce qu'avait fait Hitler, et puis même le Zyklon B, etc. C'était une horreur, quoi, voilà. Et donc, il n'y avait plus moyen de penser à ça, ni l'universalité. On était comme après une bagarre. Voilà, il y a les deux mecs qui sont comme ça, ils se regardent, qu'est-ce qui se passe? Et il faut du temps pour qu'ils
pour qu'ils se remettent en forme, etc. Eh ben, l'humanité, c'est comme ça. On était là à la sortie de ces deux guerres initiées par l'Occident. L'Occident qui est un criminel, mais abominable, incroyable, et qui n'a encore jamais été jugé parce qu'il est, pour l'instant, il fait encore partie des vainqueurs. Mais il sera jugé, évidemment. Mais c'est une catastrophe. Et donc là, le monde entier est complètement abîmé, abusé devant ces deux primates de dominants là qui se sont tapés dessus. Voilà, les Allemands et les autres, les Américains et les Français, et les Italiens et les... Bref, voilà. Et donc l'universalité était partie, mais elle est là toujours, du schéma du temps, a vu la désintégration de l'universalité et même de la rationalité du schéma du temps. En retardant la discussion du problème jusqu'au moment où nous serons en mesure d'exploiter la théorie psychanalytique des mécanismes du refoulement, mécanisme de défense, nous pouvons, alors voilà, c'est un mécanisme de défense le refoulement, mais on n'en aura plus besoin quand on n'aura plus besoin de se défendre. Parce que c'est parce qu'on doit se défendre, parce que le monde est dangereux, comme tout le monde le dit. Hein? Il faut se défendre, il faut savoir, etc., etc. Donc, on prend le taureau à l'envers, on prend le problème à l'envers. Au lieu d'adoucir les durs, on cherche à durcir les doux. Voilà, à endurcir les doux. Et c'est une aberration. Nous pouvons, je crois, envisager le sabbat de l'éternité, sans pour autant faire figure de mystique, si ce n'est dans le sens où l'espoir des choses meilleures revêt un caractère mystique. Je le comprends tellement. Je suis tellement d'accord avec ce Norman Brown. Quand on écrit sur la psychanalyse, on ne peut pas écrire. On se sent interdit sur la philosophie, on se sent interdit de parler d'une façon mystique. On laisse ça aux théologiens parce que on veut pas être catalogué, on veut pas. Il a compris que c'était mystique, que c'est religieux, que c'est proche de tout ça, mais il vaut mieux le laisser de côté, rester sur la rationnelle. C'est d'une intelligence absolue. Et pourtant, la perfection et le bonheur existeraient-ils dans l'éternité ? Une telle notion ne répond-elle pas à des objections émotionnelles au-delà des objections théoriques? Les personnages faustiens que nous sommes ne peuvent imaginer le repos, le nirvana. J'ai écrit exactement tout ça sans connaître cet homme-là qui a écrit ça 60 ans avant. L'éternité autrement que sous l'aspect de la cessation de toute activité, en d'autres termes, de la mort. Voilà, on ne peut l'imaginer que comme ça, qu'en croyant que c'est la mort. Mais c'est peut-être pas la mort, c'est l'extase, le nirvana. C'est peut-être juste la paix, la jubilation permanente, je sais pas. Bref, mais même si c'était, c'est la fin du projet de l'humanité, du projet inconscient de l'humanité. Peut-être, pourquoi pas, c'est possible. Mais en tout cas, ça rejoindrait alors les philosophies asiatiques, l'hindouisme et tout, pour qui le nirvana doit permettre de la fin de la réincarnation. Donc la fin, en fait, ce qui est visé, c'est de ne plus revenir sur cette terre, souffrir, etc. Donc ça, c'est intéressant, tiens. C'est la fin des réincarnations, c'est peut-être juste la fin de la réincarnation de génération en génération, du mal, de la souffrance et des trucs comme ça. Donc, l'arrivée dans l'extase, c'est la fin de la réincarnation, mais pas de la mort. C'est autre chose. Peut-être, hein, peut-être c'est la mort aussi. Peut-être que l'humanité choisira, voilà, c'est confortable, parce que dans l'extase, on n'a plus peur de la mort. La mort, ça peut être l'extinction, c'est pas un souci, quoi.
les choses sont accomplies, donc on est dans un état sans aucune crainte de la mort. La conclusion à laquelle nous voulons aboutir, ce n'est pas la mort plutôt que la vie, mais une sorte de conciliation entre la vie et la mort. Il nous faut donc soutenir la possibilité d'une activité vie qui soit aussi un repos. Voilà la clé. Bien sûr que c'est ça en fait. Alors il y a des gens qui m'ont dit, je me souviens plus, j'ai parlé avec quelqu'un une fois, j'expliquais cette théorie, et ils m'ont dit, mais on peut être en extase et être dans la vie. On peut être zen, quoi, et être... Pour moi, non. Par rapport à l'expérience que j'ai fait, la véritable extase, hein, on peut être zen, tranquille, relax, sans être en extase, mais... Et agir, travailler calmement, sans se presser, être vraiment cool, relax. Ça m'est arrivé même d'ailleurs, par des tout petits moments, des tout petits instants. Donc c'est possible. Mais la véritable extase, il n'y a plus de désir de créer, de faire, de jouir. C'est vraiment un état contemplatif, méditatif, en somme, permanent. Donc, il y a peut-être que l'humanité trouvera de toute manière la clé pour être en extase et en vie en même temps, pour être en semi-extase ou pour être en extase que quand elle le désire, que quand l'homme le désire, il se met en extase, mais quand il faut un petit peu vivre, eh ben il vit, etc. Peut-être qu'il y a moyen de trouver, on ne sait pas comment sera l'humanité dans 4 ou 5 siècles, parce que je parle de l'humanité parfaite dans plusieurs siècles. La notion d'une activité de vie qui soit aussi un repos est clairement contenue dans la notion chrétienne du paradis. Et je soupçonne, parce que je découvre en même temps que je lis, et je soupçonne le nirvana bouddhiste de n'être pas aussi inerte et négatif que le prétendent les polémiques chrétiennes. La notion d'une activité de vie qui soit aussi un repos est clairement contenue dans la notion chrétienne du paradis. Voilà. Ben oui, c'est vrai que... Comment vivaient Adam et Ève dans le paradis? Pour savoir comment la religion, pour comprendre la pertinence des intuitions religieuses. Comment vivaient-ils? Est-ce qu'ils travaillaient? Est-ce qu'ils faisaient... Est-ce qu'ils cueillaient? Est-ce qu'ils faisaient... Ils étaient obligés de vivre, quoi, hein, d'utiliser, pour pouvoir manger, pour pouvoir, etc., etc. Donc, il y a moyen d'aller dans ce truc. Et en fait, c'est vers ce paradis vers lequel on va. Donc, il va falloir lire ce que c'est que ce paradis. Mais le paradis chrétien est là pour résoudre des problèmes insolubles sur terre. Et comme il postule l'immortalité dans le ciel, mais non, ça sera sur terre, évidemment. Sa prémisse psychologique cassée, c'est l'impossibilité de concilier la vie et la mort, sur terre ou dans le ciel. Parce qu'on a compris la métaphore au pied de la lettre. On a pris la métaphore au pied de la lettre. Il faut la prendre d'une autre manière, la métaphore. Le paradis, c'est pas d'où nous venons, c'est où nous allons. Et c'est sur terre. Comme l'a démontré F.C.S. Schiller, on peut trouver chez Aristote un modèle plus satisfaisant de la perfection conçue sous la forme d'une activité sans mouvement. Une activité sans mouvement. Voilà. Alors, la notion fondamentale d'Aristote, et ça sera pour la prochaine vidéo. Je vais arrêter là. Merci de votre écoute, merci de votre présence, et je la ressens pleinement. Je sens l'énergie que vous me donnez et votre présence et votre bienveillance voilà. Donc merci pour ça. Si vous pensez que pour les gens qui arrivent sur ces vidéos, si vous pensez qu'il y a de l'intérêt à ce que l'humanité prenne conscience qu'elle fait quelque chose, qu'elle construit son paradis de façon inconsciente, eh ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça augmente la visibilité de l'espace. Et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net.
sur lequel tout cela est écrit, la plus grande partie. Il y a des petites choses en plus, quoi, bien sûr, mais globalement, tout a déjà été écrit il y a 23 ans, 24 ans. Merci.